Alors, vous le savez, cette Assemblée générale se tient à huis clos, mais comme l'an passé, il y a eu beaucoup de questions qui ont été adressées en amont de cette Assemblée générale. Les administrateurs se sont mobilisés pour traiter et répondre individuellement aux demandes formulées, et cela dès l'ouverture des votes jusqu'au dernier jour. Néanmoins, comme l'an passé, il a été décidé de dédier une séquence particulière et entière aux questions-réponses et à ces questions. Et on va, sur ce plateau, poser certaines de ces questions, celles qui rejoignent des thèmes récurrents qui ont été très souvent mis en avant par vous, adhérents. Pour cela, Président, vous serez accompagné par Véronique Staffen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'affaire. Et Michel Saint-Marc, bonjour. Vous êtes la trésorière de l'affaire. Alors, première question, je vous l'adresse, Président. Que pensez-vous des déclarations des directeurs des compagnies d'assurance visant à fermer la souscription aux fonds généraux? L'affaire va-t-elle abandonner, elle aussi, les fonds en euros et privilégier les unités de compte? Nous avons une réponse qui est opposée à la position de ces assureurs. D'abord, nous sommes des assurés. Donc on est plutôt contre la fermeture et pour l'ouverture. Je l'ai dit tout à l'heure, les fonds généraux ont rendu d'immenses services aux Français, aux épargnants. Il faut que ça continue. Et nous n'acceptons aucune mesure, je dirais, autoritaire, contraignante. Mais nous avons tout un plan, toute une pédagogie pour convaincre et pour faire comprendre aux adhérentes, aux adhérents que si nous avons bien vécu avec les fonds généraux, il ne faut pas s'endormir avec nos lauriers. Il faut construire, il faut diversifier, il faut voir s'il n'y aurait pas à gauche, à droite, devant, derrière des opportunités que pourraient procurer l'eurocroissance et les unités de compte. Donc non aux mesures, je dirais, violentes de fermeture des fonds généraux, oui à une pédagogie pour démontrer aux épargnants les poches, les secteurs où il y a des opportunités performantes. Alors, une question que je vous adresse, Véronique Staffen. Alors, certains adhérents posent des questions au sujet des rémunérations. Ils sont satisfaits de constater la baisse des frais de personnel. Pourquoi pas ceux des dirigeants? Deuxième question, les dirigeants ont-ils des indemnités de fin de carrière, des bons, des stock options? Je vous remercie tout d'abord d'avoir sélectionné cette question. On sait effectivement que ces questions donc, sur les rémunérations sont légitimes et que l'affaire s'attache à les traiter en toute transparence. Vous noterez que si les dépenses de personnel baissent, ce ne sont pas les salaires qui baissent naturellement, mais la masse salariale dans sa globalité. On a vu que pour 2020, il y avait une baisse et elle est également prévue pour 2021. Et cette diminution importante traduit la bonne gestion des ressources au plus près des besoins de l'affaire. Cette bonne gestion s'applique également aux indemnités de l'équipe dirigeante. Les instances de gouvernance, notre conseil d'administration, le comité des sages participent à une gestion stricte et éthique, s'appuyant notamment sur la charte déontologique. Les indemnités des équipes dirigeantes sont soumises, comme vous le savez également, à l'Assemblée générale. Elles sont justes au regard de la mobilisation au quotidien qu'implique la gestion d'une association de 550 000 adhérents responsables d'une épargne sous gestion approchant les 60 milliards d'euros. Quant à votre deuxième question, il n'existe à l'affaire aucune indemnité de fin de carrière, de bonus ou de stock option. L'affaire est une association. Son but n'est pas d'enrichir ses dirigeants. Son but, c'est d'agir pour la défense des intérêts de tous les adhérents. Merci beaucoup, Véronique Staffen, pour ces éléments de réponse clairs et précis. Président, l'an prochain, il va se passer un certain événement, des élections présidentielles. L'affaire
va-t-elle faire entendre sa voix pour que l'on ne touche pas à la fiscalité de l'assurance vie, vous demandent des adhérents. C'est une bonne question. Qu'elle la fasse entendre, c'est une certitude. Qu'elle soit respectée, c'est une autre interrogation. Et nous allons mobiliser tous nos moyens pour que les candidats, quels qu'ils soient, les candidats à la présidentielle, prennent des engagements à l'égard de l'assurance vie, en particulier l'engagement de respecter son cadre juridique, social et fiscal. On n'a pas besoin de déstabiliser un trésor public. D'abord, un trésor public, ça ne se fiscalise pas. Il ne viendrait à l'idée de personne de vouloir fiscaliser Bercy, le trésor public. Et l'affaire est un trésor public. L'assurance vie est un trésor public. Il a des suggestions, il a des contraintes, il participe au financement de la dette des États, il contribue au financement des entreprises, des PME, au capital, au crédit, à la jeunesse, à l'emploi, à l'économie verte, à la transition, à la French Tech, etc. Donc si l'on veut que l'assurance vie joue son rôle actif dans la promotion, je dirais, de nos entreprises, eh bien, il ne faut pas lui mettre des boulets, il ne faut pas la fiscaliser. Et c'est un message fort et nous entendons bien qu'il soit écouté par tous les candidats à la présidence de la République en 2022. Merci, Président. Une question qui s'adresse à vous, Michel Saint-Marc, en tant que trésorière. Que signifient les 900 000 € de recettes exceptionnelles? Eh bien, merci, cher adhérent, d'avoir posé votre question. C'est simple. Ces recettes sont classées dans notre budget comme exceptionnelles, car c'est la première fois que l'affaire voit son partenaire assureur Aviva mettre en vente une de ses filiales, qu'est Aviva France. Comme vous pouvez l'imaginer, ce changement de partenaire a d'abord été pour nous un choc. Mais maintenant, nous vivons cet événement plutôt comme une formidable opportunité. Avec nos prochains partenaires, nous nous connaissons déjà mieux, nous nous réunissons dans les ateliers travail commun, nous testons la convergence de nos ADN, on pourrait presque parler d'une période de fiançailles. Et aujourd'hui, nous avons confiance. Nous sentons qu'un nouveau dynamisme souffle sur l'affaire, car nous allons aborder ensemble les futurs défis de l'assurance vie. Mais avant d'en arriver là, notre association a dû montrer la plus grande prudence. Notre actif, c'est votre épargne, chers adhérents. Votre actif, c'est donc le plus précieux de nos biens. Notre association est là pour la défendre. Alors, quelle a été notre réponse? Dès l'annonce de cette vente, l'affaire a diligenté des études, des expertises juridiques, comptables et financières, spécialisées autant dans le périmètre français qu'international. Pendant 6 mois, l'affaire, ses conseils, ses comités ont mis en place de gros moyens pour s'assurer que le nouveau partenaire soit à la hauteur de nos exigences. De nombreux candidats étaient attirés par la force de l'affaire. Nous, les 750 000 adhérents ou un peu plus, nous sommes très convoités. L'épargne des Français intéresse les plus grands groupes internationaux de tous les continents. Alors, avant de choisir et de nous laisser être choisis, les avantages et les inconvénients de chacun ont été scrutés. La solidité financière du futur partenaire, le sort de notre future gestion financière, du contrôle de nos actifs, des réseaux de distribution, de la nouvelle communication, de la défense de notre marque, des nouveaux risques encourus. Chaque chapitre, analysé, négocié, a pesé sur le plateau de la balance. Et cela a permis de trouver l'équilibre final avec notre acheteur. Vous le voyez, chers adhérents, les meilleurs juristes et financiers, spécialistes en transactions financières mondiales, nous ont aidés, évidemment,
les frais de cet épisode ont été conséquents. Et c'est là qu'arrive la réponse à votre question. Moi-même, mandatée par le conseil d'administration en ma qualité de trésorière, je suis heureuse de vous annoncer que le remboursement de tous les frais engagés jusqu'à ce jour pour défendre les intérêts de nos adhérents a été effectué par Aviva. C'est tout à fait normal et ce remboursement figure dans notre comptabilité, dans la ligne budgétaire recettes exceptionnelles. J'ai répondu ainsi, cher adhérent, je le pense, à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse précise et complète, Michel Samar. Alors, il y a une autre question, Président, qui concerne la trésorerie de l'affaire. Je vous la lis, la question de cet adhérent. Les réserves de l'association sont considérables. Elles dépassent les 5 millions d'euros. Que comptez-vous en faire ? D'abord, je préfère avoir 5 millions de réserves que 5 millions de dettes. Donc, il faut s'en féliciter. C'est le fruit. Comment elles sont alimentées, ces réserves? Quand on termine l'année avec un excédent, ce qui a pratiquement toujours été le cas depuis une quinzaine d'années, eh bien, nous affectons le report aux réserves. Et chaque année, l'on voit un ensemble de réserves, un actif qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et je remercie l'adhérent de poser une question qui est très intelligente. Pourquoi une association aurait-elle vocation à ne pas tout consommer en une année ? Eh bien, c'est une très bonne question. Je vais vous dire, ce n'est pas au président de l'affaire de décider. Ce serait plutôt aux 760 000 adhérents de prendre une décision collective, collégiale, associative pour savoir ce que nous devons faire de ces réserves. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si nous devons décider tous ensemble de ce que nous allons faire et que vous voulez que nous fassions, j'aimerais souligner quand même que nous sommes dans une période en 2021 et 2022 où nous risquons peut-être de consommer une partie de ces réserves. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouvel enjeu, parce qu'il y a une période de transition que nous devons gérer au mieux dans l'intérêt des adhérents, et cette nouvelle situation pourrait impliquer de nouvelles dépenses susceptibles de conduire le conseil d'administration à puiser modestement, modérément sur les réserves. Nous en saurons plus dans le nouveau contexte avec notre nouveau partenaire et dans le nouveau contexte de forte communication, implication vis-à-vis et des pouvoirs publics et des candidats à la présidentielle. Alors, une question porte sur ces réserves. Une autre, Président, porte, on en a parlé tout à l'heure, sur cette PPB. Question, vous avez consommé une importante part de la PPB. Avez-vous l'intention de la reconstituer ? Quand ? Là aussi, c'est une question très intéressante. La PPB, c'est quoi? Provision pour participation aux bénéfices. Notre fonds général, c'est un fonds de sécurité. Et pour affronter l'avenir, il faut jouer la sécurité. Et comment joue-t-on la sécurité? En mettant un peu de côté. Et mettre de côté, c'est constituer, c'est d'alimenter notre réserve qu'on appelle la provision pour participation aux bénéfices. Elle n'est pas très élevée, cette réserve. Elle est à peu près à hauteur de 260-270 millions d'euros. Et ce que nous entendons avec notre nouveau partenaire, c'est surtout pas de, je dirais, la prélever pour doper
je dirais inutilement un fonds général, car nous pouvons obtenir une performance naturelle qui reste convenable, mais nous voulons au contraire la reconstituer. Et comment on reconstitue une réserve? Je ne veux surtout pas être technique. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les adhérents. Nous avons aujourd'hui un excédent extrêmement confortable de plus-value sur des actions, des titres à court terme réalisables. On appelle ça le R343-10 du Code des assurances. Vous voyez que j'ai quelques notions en assurance maintenant. Eh bien, nous verrons avec notre partenaire, toujours dans la modération, s'il ne serait pas opportun que d'en réaliser une modeste partie qui ne serait pas nécessairement redistribuée, car nous avons confiance dans l'habileté de nos gérants pour dégager un taux naturel comme le 1,70 que nous avons annoncé tout à l'heure, mais pour réalimenter cette réserve de sécurité pour l'avenir. Voilà donc notre objectif et le moyen d'y parvenir. Alors, Président, une question un peu plus technique. On entend beaucoup parler du caractère très excessif de la supervision des compagnies d'assurance. Est-ce que les épargnants sont concernés? En l'occurrence, ils risquent d'être consternés, plus que concernés. Je vais vous dire pourquoi. On a un régulateur, un superviseur d'ailleurs, EIOPA, à l'échelle européenne, qui prend des décisions dans son coin. Et ces décisions, elles nous paraissent excessives. Très simplement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'imposer des contraintes en matière de capitaux que doivent détenir les compagnies d'assurance pour couvrir des engagements. Et donc, quand on dit à un assureur, si vous voulez investir dans des actions, eh bien, vous devez mettre, si vous voulez investir 100 € en actions, on vous oblige à constituer une réserve de 49%, et puis si ce sont des actions un peu moins risquées, ce pourra être 39%, et puis si ce sont des actions que le régulateur appelle stratégiques, ce ne sera que 22%. Donc nous disons que ces mesures qui sont préconisées par le régulateur européen, elles sont excessives, elles sont inadmissibles, parce que ça fait moins de capital pour nos entreprises, ça ne permet plus à la France de libérer des ressources pour les jeunes, pour l'emploi, pour le financement des PME et pour avoir de bonnes performances. Il faut donc libérer les bilans des assureurs et partant libérer les épargnants pour qu'ils aient de bonnes performances en remettant le régulateur à sa place et en permettant à notre ministre des Finances d'imposer une volonté française à la Commission, la modération du superviseur pour la liberté des épargnants. Merci, Président, pour ce message et votre conviction. Une dernière question, ou plusieurs questions plutôt, qui reviennent dans les messages des adhérents. Qu'en est-il de la cession d'Aviva France? Pouvez-vous nous parler d'AEMA et est-ce un partenaire vraiment solide? Écoutez, qu'AEMA soit un partenaire solide, je commence par cela parce que c'est le plus facile à répondre. Oui. Et ça ne se discute pas. Ça ne se commande pas. AEMA est un partenaire solide. Il est un partenaire solide. Pourquoi a-t-il la préférence, me semble-t-il, des adhérents de l'affaire, et nous le verrons dans un instant au moment des votes? Parce qu'AEMA et nous, c'est un peu une histoire de famille. Ce n'est pas une entreprise capitalistique qui va exiger une rentabilité extrême de 10, 11 ou 12% sur son capital. AEMA a des affinités avec l'affaire. D'ailleurs, si vous me promettez de ne pas le répéter, je vous dirai que le président d'AEMA est aussi adhérent de l'affaire. Et donc, c'est un contexte qui est favorable. Et nous, nous œuvrons dans un dialogue, dans des entretiens, dans des discussions qui sont parfois techniques avec ce grand groupe mutualiste. Et un grand groupe mutualiste ne peut pas déplaire à une association loi 1901. Il ne peut que plaire. Il faut que nous bâtissions
que nous construisions ensemble dans l'intérêt des adhérents de l'affaire. Et j'ai bon espoir. Vous avez bon espoir. Est-ce que vous avez aussi, du coup, peut-être une surprise à nous annoncer pour cette Assemblée générale ? Écoutez, ce genre de... Quand on est le président d'un groupe de 6 ou 7 millions de sociétaires, rien ne peut s'improviser. Si je ne disais pas la vérité, je vous dirais oui, c'est une surprise, nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir le président d'AEMA. Mais j'ai souhaité sa présence aujourd'hui. J'ai souhaité sa présence pour que tous nos adhérents écoutent de vive voix le président de ce grand groupe avec qui, très probablement, nous allons coopérer pour des longues années à venir dès maintenant. Et je salue la présence parmi nous d'un adhérent et du président d'AEMA, Pascal Michard. Alors, Président, je vous laisse... Bonjour, Président Michard. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Les adhérents de l'affaire, je ne sais pas s'ils sont 750 000 à vous écouter. Ils ont été invités à vous écouter. Merci, Président. Monsieur le Président, cher Gérard Beckerman, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'affaire, Mesdames et Messieurs les adhérents de l'affaire, c'est pour moi un réel plaisir d'être présent parmi vous à l'occasion de cette Assemblée générale 2021. Avant toute chose, et le président Beckerman y a fait allusion tout à l'heure, je souhaite faire une déclaration d'intérêt. Ce n'est pas la première fois que je suis les travaux de votre Assemblée générale, car, comme l'a dit le président, je suis moi-même adhérent de l'affaire depuis 31 ans. Et vous comprendrez donc que l'avenir de mon épargne m'intéresse. Cette situation n'étant a priori pas incompatible avec les statuts de l'association et la réglementation, pourtant souvent tatillonne, et le président l'a évoqué aussi tout à l'heure sur le sujet, je pense donc pouvoir intervenir. Je crois, cher Gérard, que je peux donc accepter ton aimable invitation, si tu me permets de te tutoyer en public, à m'exprimer devant vous, adhérentes et adhérents de l'affaire, ce soir. Alors merci aux orateurs qui se sont exprimés jusque-là et qui ont répondu à des questions qui sont de vraies questions d'assemblée d'une association comme la vôtre. Par exemple, que pensez-vous des déclarations des directeurs des compagnies d'assurance visant à fermer la souscription aux fonds généraux ? L'affaire va-t-elle interdire d'abonder les fonds généraux et de privilégier les UC ? L'an prochain, ce sont les élections présidentielles. L'affaire va-t-elle faire entendre sa voix pour qu'on ne touche pas à la fiscalité de l'assurance vie, etc. Et sur ce dernier point, cher Gérard, je pense qu'on aura besoin de toute ta détermination, notamment suite au rapport Tirole et à un certain nombre de velléités, effectivement, qui chroniquement viennent s'intéresser à l'assurance vie. Bref, de vraies questions qui touchent au cœur même du fonctionnement et des valeurs d'une association comme l'affaire, et où, vous m'avez précédé ici, cher Michel Saint-Marche, chère Véronique Stephen et cher Gérard Beckerman, vous avez répondu sans phare, et je dois dire avec une grande franchise, là est, je pense, la force d'une association telle que l'affaire. Les adhérents ne sont en effet pas des actionnaires minoritaires que l'on toise ou que l'on néglige. Chacune et chacun est partie prenante de la stratégie et des orientations du collectif. Vous comprendrez donc que le monde mutualiste, d'où je viens, ne peut qu'être sensible à cette approche, avec une communauté d'ADN. Ceci dans une société de personnes telle qu'AEMA Group, que je préside, la relation aux sociétaires et aux adhérents est la clé de notre modèle d'entreprise. Tout est au service du sociétaire. Rien ne se fait sans appréhender ses besoins. Et lorsque nous lançons un nouveau projet, nous ne nous demandons pas combien cela va nous rapporter, mais si cela va être utile à nos adhérents, à nos sociétaires. En ce sens, j'ose le dire, nous nous comprenons naturellement. Nous savons ce que constitue un collectif de personnes qui mutualisent ensemble leur confiance au service d'un objectif commun,
en l'occurrence anticiper et préparer l'avenir. Alors je ne dis pas que l'affaire et AMA Group sont la même chose, non, chacun a son histoire, sa culture, ses objectifs en lien avec son expertise, son rôle, notamment auprès des adhérents. L'assurance et la santé pour AMA, l'épargne et la préparation de son futur à l'affaire. Et c'est pour cela que j'aime une expression que j'emprunte à un certain Gérard Beckerman, qui dit que l'affaire, ce n'est pas une compagnie d'assurance, certes, c'est une compagnie d'assurés. Et s'il ne m'en tient pas rigueur, je souhaiterais la reprendre à mon compte pour AMA Group. Parmi vous, certains n'ont que peu entendu parler d'AMA Group, sauf à l'occasion des annonces relatives au rachat de la filiale française d'Aviva. C'est normal, je vous rassure, AMA Group n'a que 5 mois et demi d'existence. Et AMA Group n'est pas une marque commerciale, mais une structure de tête de groupe issue du rapprochement de la Massif, assureur mutualiste que vous connaissez, et d'Aesio, numéro 2 de la santé en France, qui a aussi quelques mois, puisque résultant d'une fusion réalisée en ce début d'année. Nous sommes un groupe mutualiste de protection. Mutualiste car nos histoires, nos actions au quotidien et la gouvernance même de notre groupe sont des preuves qu'un autre modèle d'entreprise est possible, que la société peut entrer dans l'entreprise et que l'entreprise peut prendre toute sa place dans la société avec laquelle elle interagit naturellement. Groupe de protection ensuite, car c'est notre expertise, notre métier est de prévenir, d'anticiper et de réparer les risques qui peuvent survenir dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, qu'ils soient en termes de dommages aux biens et aux personnes, en matière de santé, en matière de prévoyance. C'est cette expertise que nos 8 millions de sociétaires et adhérents attendent de nous et pour laquelle ils nous accordent leur confiance. Alors, quand est apparue, il y a quelques mois, l'opportunité de s'intéresser à la filiale française que le groupe anglais Aviva voulait vendre, les 2 premières questions que nous nous sommes posées étaient: est-ce bien en phase avec notre modèle de groupe et avons-nous la confiance de nos sociétaires pour mener à bien ce projet? Oui, avant même de parler de return on equity ou d'EBITDA et autres joyeusetés comptables, avant même d'ailleurs d'avoir l'occasion d'accéder au compte précis d'Aviva France, ce sont ces 2 questions qui nous ont mobilisés et notre énergie n'a pas été consacrée qu'à un objectif, faire en sorte, ou plutôt elle n'a été consacrée qu'à un objectif, faire en sorte que ce projet soit cohérent, légitime et utile à nos 8 millions de sociétaires et adhérents. Que celle-ci et ceux-ci et leurs 1800 délégués, représentants élus et leurs 52 administrateurs, toutes structures confondues, l'appréhendent correctement, en saisissent toutes les facettes et y souscrivent sans réserve. Au moindre doute, nous n'aurions même pas regardé le dossier, aussi séduisant fût-il financièrement. Et c'est peut-être cela qui nous différencie d'autres acteurs de la place, tout aussi bien équipés en matière d'expertise, parfois peut-être mieux même, mais qui n'ont pas cette prévention, cette prévenance, comme nous disons chez AMA Group, de mettre les parties prenantes au même niveau, sinon au-dessus des intérêts matériels. Alors, nous voici aujourd'hui réunis pour entamer une belle aventure ensemble. Une aventure de partenariat avec l'affaire AMA Group, entre les sociétaires et les adhérents qui composent ces structures. Car nous savons, vous et moi, que derrière les milliards d'euros, ce sont d'abord des personnes qui ont confié leur argent, fruit de leur travail, de leurs efforts, de leurs talents, qui ont donné crédit à nos compagnies pour être là quand elles auront besoin de nous tout au long de leur vie. Cette approche nous oblige. Soyons dignes de la confiance que vous nous accordez. Je ne doute pas, cher Gérard Beckerman, que nous construirons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un projet commun qui corresponde à ces valeurs qui nous sont communes et pour la satisfaction de ces millions de foyers français qui comptent sur nous. Merci et à très bientôt.